Amis de la masse, bonjour. Aujourd'hui, on est à Mondstadt. Je parle un petit peu fort, on est dans la rue, on a rendez-vous pour un test d'Exascan qui va permettre d'analyser notre composition corporelle et notamment à quel point je suis gras ou musclé. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Donc je vais vous emmener avec moi. Venez. Bonjour à tous, donc je m'appelle Simon Réau, je suis enseignant en activité physique adaptée ici à Mondstadt. Enseignant en activité physique adaptée, c'est un cursus STAPS, donc sciences et techniques des activités physiques et sportives, donc une licence, et ensuite j'ai réalisé un master plutôt dans tout ce qui est évaluation de la condition physique. On a le plaisir de vous accueillir ici à Mondstadt. Donc Mondstadt, c'est un complexe médico-sportif privé qui est maison sport santé, donc reconnu par le ministère des Sports et le ministère de la Santé depuis maintenant quelques mois. Il faisait partie des premières vagues d'attribution de maison sport santé. Donc on a le plaisir d'accueillir ici des personnes qui sont atteintes de pathologies chroniques autour de la prise en charge de l'activité physique adaptée, autour de la prise en charge du sport santé. Mais on accueille aussi des sportifs de haut niveau, des clubs sportifs, pour des bilans de conditions physique. Donc voilà un peu le profil de Mondstadt. Ça fait un bon aperçu. Donc on a vu effectivement il y a le Dexascan, mais il y a aussi des épreuves d'effort, des VO2 max, des VMA, c'est ça, les vitesses. Donc voilà, effectivement, vitesses aérobie. Ouais, c'est ça. En fait, effectivement, ici on est sur la partie plutôt technique, plutôt laboratoire, où on va réaliser ensemble donc une analyse de la composition corporelle avec un scanner DEXA. Ce scanner DEXA va nous permettre d'avoir plein d'informations autour justement de la composition corporelle. Sur notre plateau, on a aussi tout ce qui est évaluation des capacités cardio-respiratoires, donc c'est ce que vous disiez, des tests plutôt cardio-respiratoires, donc c'est ce qu'on appelle des épreuves d'effort maximal avec échange gazeux qui nous permettent d'avoir des indications en termes de performance. Donc là on va aller voir est-ce que le confinement a fait des dégâts ou pas en termes de masse corporelle et surtout de masse grasse, donc verdict dans une heure. I was smoking on a blunt till I reached the sky. Don't know what's like, yeah. Shorty in the backseat, high speed Ferrari, no slide. She on the top till the sunshine. I'm feeling stuck till it's midnight. When you come and give us some time. Yeah, ain't no back till the pain comes back. Fuck that and overdose. Bon, on va se mettre en condition. L'heure de vérité. Donc c'est sous-vêtements complets, c'est ça? C'est sous-vêtements complets, ouais. Et on enlèvera les lunettes aussi. Ok, chaussettes aussi? Et chaussettes aussi, ouais. Bon, t'as pas intérêt à me battre, hein. On dit que les femmes sont plus grasses que les hommes, donc... Et à défaut de plantes, parce qu'on n'est pas à l'appartement, on a sorti les sous-vêtements d'occasion. Let's see if it works. If we put in the work. La pêche à les pieds ici. Pas trop désagréable, je vais rapprocher ces deux gros orteils et je vais les attacher. Sniffing like Kurt Cobain. Bon maintenant ça va être le verdict, on va découvrir nos résultats avec vous. Alors je croise un petit peu les doigts. Camille, quel est ton résultat? Du coup Camille, donc en termes de composition corporelle, donc pour rappel, 3 compartiments, la masse grasse, la masse musculaire et tout ce qui est osseux. En ce qui concerne la masse grasse, donc pourcentage de masse grasse totale, donc par rapport à ton poids total, on est à 15,2%, d'accord, ce qui correspond en termes de quantité à 7,313 kg de masse grasse totale, d'accord. Donc ça c'est vraiment pour la masse grasse totale, donc c'est ta réserve d'énergie, mais ce qui va nous intéresser c'est aussi ta masse grasse au niveau viscéral. Donc comme je disais tout à l'heure, la masse grasse viscérale c'est vraiment la masse grasse qui est problématique pour la santé, sécrétion d'hormones inflammatrices, adipokines, qui peuvent entraîner du diabète, de l'hypertension. Tu as 61,5 g de masse grasse viscérale, ce qui correspond à 12,8 cm² en termes d'air en fait. Très peu, non? Ce qui est très peu. En fait les références en dessous de 130 cm², il n'y a aucun problème. La quantité n'est pas suffisante pour qu'il y ait un siège d'inflammation, une inflammation très importante. Donc on est vraiment très très loin des inquiétudes en termes de masse grasse, d'accord. Donc ça c'est pour la masse grasse. Okay. Et 15% c'est pas mal, non? 15% pour une femme c'est en dessous il faut commencer à faire attention. Parce que comme je disais, la masse grasse c'est la réserve d'énergie et donc moins de masse grasse pour une femme,
ça peut devenir problématique d'un point de vue santé. D'accord. Alors, petite chose qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est que du coup, moi je suis en prépa pour une compétition de bikini. Donc là, mon taux de masse grasse est clairement beaucoup plus bas qu'à l'accoutumée et il n'est pas sain dans l'absolu. Moi-même, j'en vois les conséquences au quotidien. Si c'est ponctuel, ça pose pas de problème, mais effectivement, si ça vient à durer dans le temps, il va y avoir sur l'aspect cognitif, sur l'aspect endurance, sur l'aspect fatigue, beaucoup de choses qui vont entrer en jeu et qui peuvent se... Et musculaire aussi. Et musculaire, sur le long terme, effectivement, au bout d'un moment, le corps va percevoir ce stress lié à une trop faible quantité de masse grasse comme trop important, trop chronique, et en réponse à ce stress, en fait, va dire je vais diminuer un petit peu ma masse musculaire, comme ça j'aurai moins de demande énergétique au quotidien. Donc ça, c'est pour la masse grasse. Ensuite, en ce qui concerne la masse musculaire, donc pour la masse musculaire, c'est tout ce qui est en rouge en fait. Donc la masse grasse, on l'a en jaune. Donc on voit qu'elle est surtout au niveau superficiel. On va juste montrer. Yes. Vis-à-vis de la caméra. Vis-à-vis. Toc. Donc voilà le schéma qu'il est en train de montrer avec le rouge qui est la masse maigre, musculaire, et la graisse, on a passé en jaune. Ouais, en jaune, et en bleu le squelette du coup. Ce qui va nous intéresser au niveau de ta masse maigre, donc la masse maigre pour rappel c'est ta masse musculaire ainsi que tous tes organes, c'est surtout sa quantité par rapport à ta surface corporelle, c'est ce qu'on appelle l'indice de masse musculaire. Cet indice de masse musculaire chez toi il est à 7 kg 220 de masse maigre donc par mètre carré de corps. La norme chez les femmes est à 5 kg 450. En dessous de 5 kg 450 d'indice de masse musculaire, tu es considéré comme n'ayant pas suffisamment de masse musculaire. Au-dessus, tout va bien. Et à l'inverse de la masse grasse, la masse musculaire va aussi sécréter des hormones anti-inflammatrices qu'on appelle les myokines qui vont contrebalancer les adipokines et donc qui vont avoir un effet bénéfique sur la santé. En termes de répartition, ce qui est intéressant aussi, donc c'est la masse maigre totale, mais c'est la répartition aussi, la latéralité. Voilà. S'il y a des asymétries en termes de répartition, ça peut entraîner des compensations et ça peut être problématique. Pour ce qui est des bras, au niveau de la masse maigre, tu as 1 kg 885 de masse maigre au niveau du bras gauche et 2 kg 268 au niveau du bras droit. Donc on a une différence on voit que je suis droitière assez significative du bras droit. Et que je porte mon sac du côté droit. Sac du bras droit. Ça c'est typique des personnes qui dans le quotidien sont droitiers. Si je suis droitier, je vais plus mobiliser mon bras droit, donc je vais plus avoir de la masse musculaire de ce côté. Au niveau des jambes, par contre, on a une très bonne répartition. Jambe gauche, on est à 7 kg 156 et jambe droite, on est à 7 kg 285. La différence est significative quand elle est supérieure à 5%. On marche toujours sur les deux jambes et du coup s'il y a une asymétrie qui se prolonge et qui est importante, ça peut entraîner des compensations et des douleurs. D'accord ? Donc là c'est pour la répartition, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est normal au vu de ton profil. Et la dernière chose qui va nous intéresser, donc c'est au niveau osseux. Au niveau osseux, donc ton squelette pèse 1 kg 817. 1 kg 817. Non mais... Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait. Donc du coup les personnes qui disent en fait je pèse lourd sur la balance parce que mon squelette est lourd. Ouais. Quand on voit là que... Même si tu avais 2 kilos de squelette en plus... C'est pas ça qui va faire la différence, hein, désolé. Ça, effectivement, en fait ce qui va nous intéresser c'est pas le poids du squelette, hein. Non, ça pèse très peu, mais c'est surtout sa densité, ce qu'on appelle la densité minérale osseuse qui nous permet de savoir si tu es en ostéoporose, en ostéopénie, donc la phase d'alerte, ou s'il n'y a pas de problématique de ce côté-là. En termes de score, donc tu n'as aucune problématique, tu n'es pas en ostéopénie, tu n'es pas en ostéoporose, donc il n'y a pas de risque de fracture pour le moment, d'un point de vue corps entier. Après, avec cet appareil, on ne peut pas cibler segment par segment, os par os en fait. Et pour faire une parenthèse, il y a deux choses, c'est que la première, la musculation, c'est un sport en charge, et donc c'est un sport qui va avoir tendance à plutôt renforcer le squelette, puisque la pression sur l'os va favoriser la synthèse osseuse et le renforcement. Mais à l'inverse, et pour les femmes, il faut faire attention, tout ce qui va être régime restrictif, hypocalorique, sèche, et souvent en musculation, même les femmes ont envie de prendre du muscle, mais aussi de sécher pour être moins grasse, pour utiliser un mot un peu cru. Du coup, en termes de santé osseuse, c'est plutôt délétère. Donc finalement, là, on voit bien que le fait d'être mince, le fait d'être plutôt en restriction calorique, c'est quelque chose de plutôt négatif et que la musculation ne compense pas forcément. En plus d'autres problèmes de la restriction calorique, mais ça c'est un bon exemple, et donc le fait de faire un DEXA scan notamment pour les os chez les femmes, les hommes ont probablement moins ce problème pour des raisons hormonales et structurelles, c'est intéressant pour l'aspect santé, en plus de simplement voir je suis gras, je suis pas gras, je suis musclé, pas musclé. Alors on se posait des questions notamment sur le fait de est-ce que de boire ou de manger des choses comme ça juste avant, est-ce que ça peut jouer sur le DEXA ?
Alors, sur les valeurs de DEXA, sur les valeurs que je viens de présenter, non, ça ne jouera pas. La masse maigre, la masse grasse ne va pas fluctuer de façon très significative si je viens de manger une heure avant, ou si c'est vraiment des indicateurs qui vont fluctuer sur le plus long terme. Donc ça, c'est une chose très importante. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est la chronicité de ces actes. Si je m'hydrate mal, si je m'hydrate trop, si je mange trop salé, donc j'ai de la rétention d'eau, ça va avoir des dégradations au niveau cellulaire, au niveau musculaire. Et sur le long terme, ça peut entraîner une dégradation de la structure. Mais de façon aiguë, nous, ce qu'on préconise, effectivement, pour avoir des mesures reproductives, c'est de ne pas manger 3 heures avant le bilan. C'est d'éviter de faire l'activité physique 48 heures avant le bilan, c'est de ne pas consommer d'alcool, donc tout ce qui va jouer sur les volumes d'eau. Donc plutôt pas influencé par les facteurs extérieurs comme le fait d'avoir bu, pas bu, ce qui peut, au contraire de l'impédance métrique, c'est ce que tu nous disais, jouer de façon un peu plus significative si on a bu, déshydraté, puisque là tu as plus d'estimation, en tout cas de choses moins concrètes, mesurées sur l'impédance métrique. L'impédance maîtrise, c'est une mesure qu'il faut prendre avec des pincettes. C'est très important de le noter. Voilà, c'est intéressant dans le suivi, mais l'interpréter les mesures de façon stricto sensus, ça n'a pas grand intérêt. En termes d'hydratation, on va avoir deux types de volumes d'eau mesurés, l'eau extracellulaire et l'eau intracellulaire. L'eau extracellulaire fluctue en fonction de ton taux d'hydratation du moment, de façon aiguë. Si j'étais aux toilettes, ça diminue. Si je bois, ça réaugmente. Toi, ça représente 28,22% de tes liquides totaux. Ce qu'on veut, c'est que tu sois aux alentours des 25%. Donc, en termes d'eau extracellulaire, on est plutôt dans l'âge. Je veux dire actuellement que tu n'es pas forcément très déshydraté, etc. D'accord ? Non, merci aux 5 litres d'eau à boire par jour actuellement. Donc ça va pas avoir beaucoup d'effet sur la santé. Par contre, si tu es trop souvent déshydraté ou trop souvent avec un eau extracellulaire trop élevé, ça va impacter ce qu'on appelle l'eau intracellulaire qui va fluctuer pour chercher vraiment l'harmonie, donc l'eau à l'intérieur de ces cellules, pour chercher ce qu'on appelle l'homéostasie. Et là, actuellement, tu as 43,56% de tes liquides totaux pour une atteinte aux alentours des 37%. Donc, en termes d'eau intracellulaire, tu es supérieur à ce qu'on souhaiterait. Ça, c'est important à interpréter parce qu'il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop. Et ça, c'est dû tout simplement au fait qu'actuellement tu es dans la période d'entraînement, dans une période de changement un petit peu au niveau morphologique et du coup le corps va avoir tendance à stocker un petit peu plus l'eau. C'est des choses un peu ton hydratation a augmenté, je suppose que tu bois pas 5 litres d'eau tout le temps, donc tout ça gêne. L'eau et le sel actuellement. Et le sel, le sel a un effet, de rétention d'eau. En fait, de base, moi je mange très peu salé. Et donc là, tu as augmenté ton sel et ton eau. Le sel et l'eau. Donc tu as la rétention d'eau extracellulaire par le sel et rétention d'eau intracellulaire par l'eau qui est au-dessus de la quantité de sel que tu prends. Donc c'est pour ça que tu es hyper hydraté. Et encore une fois, c'est temporaire. Bon, donc là, on a eu les résultats de Camille, et habituellement, on dit que le taux de masse grasse des femmes est plus élevé, c'est pas habituellement, c'est même une vérité, donc 15% c'est un score assez bas, mais j'espère quand même que je vais faire honneur aux hommes et que je vais être plus sèche qu'elles, sinon je vais avoir un petit peu la pression. Donc on va voir de mon côté, donc dis-moi tout, j'ai un peu la pression. Combien j'ai de pourcentage de masse grasse? Alors du coup Paul Mathieu, pourtant en ce qui concerne les résultats, donc au niveau de la masse grasse totale, on est à 17,8%. 17%? 17,8%. Non, 17%. C'est pas possible. Non, c'est abusé. Donc 17,8%, ce qui correspond pour toi à 14 kg 236, excuse-moi, 14 kg 236, d'accord. Donc voilà. En termes d'attente, nous, chez un homme de ton âge, en termes d'estimation, qu'est-ce que j'avais mis? On était, avec ton profil sportif, on est plutôt aux alentours des 18%, donc 17,8%. Pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là, d'un point de vue, au vu de ton profil, il n'y a aucun problème. Effectivement, s'il y a une phase de sèche qui s'amène, etc., là, tu vas pouvoir faire. Sinon, par contre. Mais sinon, ça restera à 17,8. Mais c'est des choses qui sont tout à fait normales en tous les cas, il n'y a pas de problème. On a souvent tendance à sous-estimer sa masse grasse. Ouais, clairement, là, j'avoue que je tombe un petit peu des nues. Je pensais, ce qu'on voit sur internet, c'est les schémas classiques où à 8% on est très sec, 10% on voit bien les abdos, 12% on voit correctement ses abdos. Donc c'est vrai que moi, comme je vois mes abdos, je pensais que j'étais plus, j'ai un peu pris pendant le confinement. J'aurais plutôt pensé être à 13-14%. Là, j'avoue, 17%. Je
Puis je suis un peu surpris comme quoi on est toujours un petit peu plus gras que ce qu'on pense, et je sais pas si vous auriez parié, c'est ça, pour ça que je verrai ensuite les commentaires, si vous auriez pensé que j'étais à 17%. Peut-être que oui, hein, ça se trouve, je suis juste complètement déformé. Moi je l'avais déjà mis à 25. Mais voilà. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de la masse grasse totale. En ce qui concerne la masse grasse viscérale, il n'y a aucun problème. Tu as 203 grammes de masse grasse viscérale au niveau du ventre. Les hommes ont plus de masse grasse viscérale que les femmes. Ça, d'accord. Voilà. Mais ce qui correspond à une aire de 42,1%, donc on est bien en dessous des 130 cm², 42,1 cm², pardon, donc on est bien en dessous des 130, donc ça il n'y a pas de souci de ce côté-là. D'accord ? Donc d'un point de vue santé, il n'y a pas de problème. Ensuite, en ce qui concerne la masse maigre, donc la masse maigre, on est en termes de quantité à 62 kg 979, ce qui correspond à un indice de masse musculaire de 8 kg 600 par mètre carré de corps. La norme chez les hommes est à 7 kg 260, je vais y arriver. Donc tu es bien au-dessus des 7 kg 260, donc ça il n'y a pas de souci. Au moins quelque chose de positif, ça va. Donc, voilà. T'as du gras mais t'as des muscles, ça va. C'est pour ça. Et les deux vont de pair, c'est important. Plus on va avoir de masse musculaire, plus on va avoir de la masse grasse pour pallier à cette masse musculaire, à la demande énergétique qu'a cette masse musculaire. Donc ça c'est important aussi à noter. Et pour finir, c'est au niveau du contenu minéral osseux, donc au niveau osseux. Ton squelette pèse 2 kg 915, d'accord ? Plus lourd parce que tu es plus grand. Et en termes de densité, on n'a aucun problème en termes de densité minérale osseuse. Il n'y a pas de risque d'ostéopénie, il n'y a pas de risque d'ostéoporose et tu en es très très long. D'accord ? Donc il n'y a pas de souci de ce côté. Squelette très solide. Si je me prends un poids en haltère sur le pied, c'est l'haltère efficace. À coup sûr. Ça dépend du poids d'haltère. Mais 0,5 kg. Donc voilà. Donc ça c'est pour la partie composition corporelle. Après en ce qui concerne tes volumes d'eau, en ce qui concerne l'eau extracellulaire, ça représente 20,9% de tes liquides totaux. Ce qu'on voudrait c'est que tu sois aux alentours des 25%. Donc là actuellement tu es en déshydratation. Un peu déshydraté, ça fait peut-être quelques heures que tu n'as pas bu. Ouais, j'ai bu un verre avant de partir. Mais... Il a arrêté de boire pour essayer de faire justement baisser en disant peut-être que ça va jouer, ça va baisser ma masse. Ça marche. En ce qui concerne l'eau intracellulaire, on a un peu le même profil que pour Camille. On est à 45,1% pour une attente aux alentours des 37%. Ah donc il y a des grosses. Ok. Bah, moi ça s'explique pas par mon cerveau. Qui est bien gros. Les chevilles aussi. Hein. On a coupé le cerveau à montage. Donc voilà pour les résultats, Paul Mathieu. Bon bah donc honnêtement, petite surprise, je vais pas dire négative, puisque en fait j'ai pas de référence sur la DEGNA, donc il n'y a pas de règle, mais c'est vrai que dans ma tête, je m'étais toujours dit qu'au-dessus de 15% de masse grasse, c'était un peu le seuil à pas dépasser pour être convenable, quoi. Donc là 17% dans mon ego ça fait très mal, mais c'est la vie, il va falloir que je revienne et que je me remette au sport, comme quoi. Non, je rigole. Malheureusement, j'ai pas arrêté le sport. Et donc tu nous disais que en fonction de si on avait une autre pratique sportive, on n'aurait peut-être pas eu les mêmes résultats que sur les différents sportifs que tu peux avoir qui viennent ici, qui font un DEXA. Les répartitions vont pas être les mêmes, les résultats vont pas être les mêmes en fonction pour s'adapter à leur sport. En fait. Voilà, le corps s'adapte vraiment à sa pratique sportive. Si je prends l'exemple d'une personne qui fait plutôt une activité d'endurance, l'activité d'endurance va nécessiter une énergie un peu plus importante, donc un taux de masse grasse un peu plus important. Typiquement, voilà, si on prend l'exemple d'un nageur, voilà, qui est sur une activité d'endurance va avoir un taux de masse grasse un peu plus important. Proportionnel à sa masse musculaire bien sûr, ce qui va faciliter aussi la flottaison, etc. Mais c'est vraiment lié à son type d'entraînement. Ça c'est très important. Un coureur à pied, un marathonien, un ultra-trailer va avoir très peu de masse musculaire, enfin très peu. Proportionnellement à son activité physique, en tous les cas, va avoir peu de masse musculaire parce que ce sont des activités qui vont avoir tendance à plutôt dégrader la masse musculaire pour justement essayer de peser le moins lourd possible, pour avoir un coût énergétique sur cet effort le moins important possible. Donc ça dépend vraiment des profils, en tous les cas, des profils de sportifs. Ouais. Et c'est aussi intéressant parce que du coup je regardais le taux de masse musculaire. Camille, tu étais à je crois 7 kg pour une norme à plus de 5. Enfin, ouais, c'est ça, 5. Voilà. Donc finalement, c'est pas une critique, mais tu n'as que 2 kg par rapport à une personne dans la limite supérieure alors que tu fais de la musculation. Et moi, tu as dit que c'était 14 kg pour 7 kg pour une personne qui ne fait pas forcément de musculation. 8 kg, alors, en termes de 8 kg 600
pour une attente au-dessus de 2,250 kg. De masse musculaire pour un homme. Et masse musculaire, alors ça c'est ton indice de masse musculaire, donc c'est ta masse musculaire en fonction de ta surface corporelle. D'accord, donc on a 8,6 kg de muscles pour une attente à 2,250 kg. Ah non, ça va alors. Et donc voilà. Et Camille était à 7,2 kg je crois. Pour une attente à 5,450 kg. Parce que j'allais dire aussi, on ne prend pas autant de muscles que ce qu'on pense. On dit toujours on prend 1 kg de muscles par mois. En fait, quand on voit je vais pas aller à la salle parce que je vais prendre 10 kg de muscles pour les femmes. Ouais, c'est clair. Au final, au bout de 4 ans, tu as appris un petit peu, mais pas autant que ce qu'on pense. Quoi. Et c'est comme moi, les personnes qui disent on prend 1 kg de muscles par mois, au final, quand on voit là, en fait, le tissu maigre, il est très, très, très faible, quoi. Il est très restreint. Et autre question, est-ce que, donc du coup, tu me l'as à peu près dit, mais on peut savoir du coup la répartition de sa masse grasse? Parce que moi, je suis assez curieux de savoir où est-ce que je stocke mes 14 kilos. Est-ce que c'est plutôt dans le dans le ventre, les hanches, les fesses, tu vois, en termes de répartition, effectivement, comme pour la masse musculaire. Donc ça permet le DEXA permet de le savoir. Oui, en termes de répartition. En fait, on va segmenter au moment de l'interprétation, on va segmenter le corps en 2, 4, 6 parties. On différencie les bras, on différencie les jambes, le tronc. Et après on a la tête, d'accord. Et en termes de stock, effectivement, on est principalement au niveau des jambes. Parce que 5,9 kg au niveau du tronc, par expérience, voilà, ça reste tout à fait normal. On est plutôt en stock au niveau des jambes. D'accord, et ça c'est plutôt pour les hommes, plutôt rare, plutôt fréquent. Alors on avait tendance à dire que les hommes avaient plutôt une prise de masse grasse au niveau héroïde, donc au niveau du ventre, et les femmes plutôt au niveau gynoïde, donc au niveau des hanches. Là c'est quelque chose qui tend à être contredit aujourd'hui, à se lisser en fait aujourd'hui. C'est plus du tout le cas. Donc voilà, donc ça dépend vraiment des profils et ça dépend encore une fois de la pratique sportive qu'on fait. Okay. Donc voilà, et il y a des aspects génétiques aussi qui entrent en jeu. Mais... Du coup là, avec les confinements successifs, les salles fermées, beaucoup de personnes vont revenir en salle, etc. Et tout. Est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt justement pour les personnes de venir faire un DEXA là actuellement? Alors ce qui peut être intéressant, il y a plusieurs profils effectivement pour la reprise d'activité physique pour les personnes qui déjà pratiquaient de façon intense avant. C'est de faire un check-up, c'est de voir un peu où ils en sont d'un point de vue musculaire, d'un point de vue masse grasse, parce que ce qui est important, c'est pas de reprendre trop vite. Le confinement a fait que ça fait un an qu'on est, plus d'un an maintenant, on a un peu stoppé toute pratique d'activité. Et si on reprend les habitudes qu'on avait avant le confinement chez les personnes qui pratiquaient énormément, il y a un risque de blessure qui peut être plus important, lié à une masse musculaire qui a diminué. Donc pour les personnes qui veulent se mettre à l'activité physique ou qui veulent reprendre une activité physique après un arrêt plus long encore que le confinement, ce qui est intéressant effectivement c'est là aussi de voir tout ce qu'on peut voir pour les personnes qui pratiquaient avant, mais aussi d'un point de vue osseux, de voir s'il n'y a pas des risques de fracture, des risques, et donc ce qui orienterait en fait la pratique. S'il y a une ostéoporose qui est confirmée ou une ostéopénie, ça peut orienter les pratiques, les disciplines, éviter etc. les sports avec des chocs typiquement. Alors ça dépend, effectivement, éviter les sports s'il y a une ostéoporose présente. On va dans un premier temps plutôt travailler sur un renforcement musculaire à poids de corps, etc. Et voilà, petit à petit suivre sur l'évolution. Et donc voilà, donc ça c'est important. C'est important. Et l'autre chose aussi dont tu parlais, c'était le risque cardiovasculaire et notamment avec la graisse viscérale, de faire un bilan de santé pour établir son risque. Alors bon, si on est très gras, on n'a pas besoin forcément d'une machine pour le savoir, mais pour toutes les personnes qui ne sont pas forcément visuellement très grasses, mais qui peuvent stocker de la graisse viscérale, parce que des fois on a plus de graisse viscérale si on ne pratique pas de sport, si on mange n'importe comment, ça dépend aussi de l'alimentation. Et on sait que cette graisse viscérale, c'est un gros facteur de risque cardiovasculaire, donc de développer des maladies comme de l'hypertension, des maladies coronariennes, des AVC. En gros, c'est quelque chose de pro-inflammatoire qui va être en fait métaboliquement dangereux, avec là aussi du diabète, les maladies, tout ce qui est stéatose hépatique, donc la maladie du foie gras, sauf qu'on n'est pas des oies. Et c'est un bon reflet, une bonne estimation de notre risque, de façon peu invasive et surtout de façon reproductible, avec d'autres informations sur sa santé et son niveau, en gros sa condition à un moment donné. Je pense qu'on va conclure. Merci beaucoup à Simon pour déjà nous avoir fait passer le test. Donc on redit ici, c'est Monstade, donc c'est sur Paris, dans le 13e arrondissement, c'est l'adresse 6 rue... 5 rue Elsa Morante. 5 rue Elsa Morante, donc n'hésitez pas à leur rendre visite, ils sont très sympathiques, pour Simon qu'on a rencontré ce soir. Et puis merci aussi d'avoir répondu à toutes nos questions, et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à les mettre en commentaire, on essaiera
d'y répondre dans la mesure du possible pour des questions spécifiques aux hommes, aux femmes, à la différence de masse grasse ou à la réalisation du test, parce que pour des raisons forcément de longueur, on aura coupé un petit peu sur la vidéo pour pas que ça fasse 2 heures, mais c'était en tout cas très intéressant. Donc, merci à Camille et merci à Simon. Au revoir et bonne visualisation de la vidéo. Salut à tous. Le verdict, 17% de masse grasse, franchement, je suis un petit peu surpris, mais pas dans le bon sens, mais après c'est la méthode de référence, donc ça veut dire que finalement, c'est un peu ce qu'on dit tout le temps, on a toujours plus de graisse que ce qu'on pense quand on n'arrête pas de se regarder, tu te dis ouais tranquille, t'es sec. Là on voit la preuve, c'est que le confinement, l'arrêt de la musculation, alors j'ai continué la musculation chez moi, mais il n'y avait plus de charge lourde, c'était plus que du poids de corps. C'était plus que des séries longues et clairement en intensité, en espèce de motivation, ça s'est ressenti. Et en termes d'alimentation, ça s'est ressenti aussi dans le sens où quand on n'a pas d'objectif précis, je pense que j'ai dérivé un petit peu depuis 1 an et dérivé pas dans le bon sens. Donc là aujourd'hui... Dérivé vers la mousse au chocolat, moi je pense surtout.